Je berçais mon fils Léo pour le rendormir vers 11 heures du soir. Son petit poing était serré fermement autour de mon doigt. Ses pleurs finissaient par se transformer en de petits hoquets quand ma belle-sœur Léa est entrée dans la chambre d'enfant sans frapper et a allumé la lumière d'un coup sec. « Lave mon chemisier », a-t-elle dit, en me le tendant comme si j'étais une employée qu'elle venait d'embaucher. « Et je veux mon dîner, quelque chose de chaud, tout de suite. » Je lui ai dit non, doucement, pour ne pas effrayer le bébé à nouveau. Je lui ai dit que mon fils avait besoin de moi, que la cuisine n'était pas fermée à clé et qu'elle était parfaitement capable de se nourrir elle-même à 23 ans. Elle n'a pas aimé ça. Elle n'a jamais aimé que je lui dise non, surtout venant de moi. Elle avait construit toute son identité dans cette famille sur le fait de ne jamais entendre ce mot. En moins d'une minute, mon mari Julien est apparu dans l'encadrement de la porte et en moins de 2 minutes sa main a frappé mon visage assez fort pour me laisser étourdie. Assez fort pour que Léo sursaute dans mes bras et se remette à hurler. Son petit corps était rigide, saisi par une peur qu'il était trop jeune pour nommer, mais pas trop jeune pour ressentir. « Demande pardon à ma sœur », a dit Julien, comme si c'était une requête raisonnable entre des gens sensés. Comme si j'avais fait quelque chose de mal en refusant d'abandonner notre nourrisson en pleurs pour servir une femme adulte qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. J'ai regardé par-dessus son épaule dans le couloir où Léa se tenait les bras croisés avec un petit sourire satisfait au coin des lèvres. Elle n'essayait même pas de le cacher. Elle attendait ce moment. Elle le voulait depuis des mois, peut-être plus, et elle l'avait enfin obtenu. La main de son frère faisait ce que sa propre voix n'avait jamais pu accomplir. Quelque chose en moi est devenu très calme et très froid, de la même manière que l'eau devient immobile juste avant de se transformer en glace. J'ai remonté Léo plus haut sur un bras et de l'autre main, je l'ai frappé en retour. Pas Julien, elle. Le sourire a quitté le visage de Léa si vite que c'était presque satisfaisant à voir. Julien a commencé à crier, cherchant à saisir mon bras, et j'ai reculé pour échapper à son emprise, sortant de ce couloir, sortant de cette maison. Le sac à langer était déjà prêt et m'attendait près de la porte d'entrée. Je l'avais préparé 3 jours plus tôt parce que j'avais discrètement décidé que si les choses s'aggravaient, Léo et moi irions loger chez une amie pour une nuit ou 2 le temps que la situation s'apaise. Je ne m'étais pas encore avoué à quel point une partie de moi se préparait déjà à partir pour de bon. Je l'ai attrapé au passage et je suis sortie dans le froid de la nuit lyonnaise avec mon fils pressé contre ma poitrine, et je ne me suis pas retournée une seule fois. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'être la bonne de qui que ce soit. Ce n'était pourtant pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début de la partie où j'allais découvrir à quel point la pourriture de cette famille était profonde, et exactement ce qu'il allait leur en coûter de m'avoir traité comme un meuble pendant 3 ans. Je m'appelle Clémence. J'avais 27 ans la nuit où je suis partie, et je veux vous raconter tout depuis le début parce que la fin vous semblera très différente une fois que vous aurez compris comment tout a commencé silencieusement. J'ai rencontré Julien lors de la fête de fiançailles d'amis communs quand j'avais 23 ans et que je croyais encore que la gentillesse au début d'une relation était un signe de permanence. Il était facile à aimer, drôle de manière discrète, attentionné, le genre d'homme qui se souvenait de ma commande de café préférée et m'envoyait un message de bonjour sans faute, même les jours où il voyageait pour son travail de consultant. Je venais d'une famille modeste du côté de Limoges, l'aîné de 3 enfants, élevé pour être utile, pour remarquer quand quelqu'un avait besoin d'aide avant même qu'il ne le demande. Mon père a travaillé 26 ans dans la même usine de porcelaine avant qu'elle ne ferme, et ma mère faisait durer un seul revenu pour 5 personnes sans jamais laisser paraître que c'était une lutte devant nous. J'ai grandi en croyant que ce genre d'endurance silencieuse était une vertu, quelque chose à quoi aspirer. Il m'a fallu des années et tout ce qui s'est passé avec la famille de Julien pour comprendre que l'endurance sans limite n'est pas une vertu du tout. C'est juste une façon plus lente de disparaître. Avec le recul, je pense que cet instinct est exactement ce qui a fait de moi une proie idéale pour la famille de Julien. Je ne me plaignais pas. Je donnais un coup de main sans qu'on me le demande. Je ne comprenais pas encore que dans cette maison, être serviable n'était pas une gentillesse que l'on offrait, c'était un droit d'entrée, et une fois payé, il ne vous laissait jamais arrêter de payer. Je me souviens clairement de l'un de nos premiers rendez-vous, une virée au bord d'un lac à 1 heure de la ville, Julien racontant tout le trajet une partie de pêche qu'il avait faite avec son père étant enfant avant que celui-ci ne décède.
Il semblait durant ces mois-là être un homme qui comprenait la perte et qui en était ressorti plus doux. Je ne savais pas encore que ce même deuil qu'il avait adouci envers les étrangers avait durci sa mère au point d'en faire quelqu'un qui gardait ce qui restait de sa famille comme une forteresse, ni que j'allais passer 3 ans à vivre juste devant les murs de cette forteresse. Assez proche pour être compté comme un membre de la famille, mais jamais assez pour qu'on me confie les clés. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard lors d'une petite cérémonie que sa mère, Béatrice, a insisté pour organiser presque entièrement seule. Béatrice dirigeait la famille d'une voix douce mais d'une main de fer, le genre de femme capable de vous faire culpabiliser d'être simplement assise à votre propre réception de mariage. Le père de Julien était mort bien avant mon arrivée, et en son absence, Béatrice avait construit un foyer où sa fille, Léa, était intouchable, presque sacrée. Léa avait 22 ans quand je suis entrée dans la famille, sans emploi par choix plutôt que par circonstance, vivant sans payer de loyer dans un studio aménagé derrière la propriété de Béatrice, et traitée par tout le monde, Béatrice, Julien et même les oncles lors des dîners de Noël. Comme si elle était encore une adolescente fragile qu'il fallait protéger des exigences ordinaires de la vie adulte. Je n'ai pas vu la forme de tout cela clairement au début. Au début, cela ressemblait à une proximité familiale ordinaire, le genre que j'aurais pu envier venant d'une famille plus petite et dispersée. Léa arrivait au déjeuner du dimanche et Béatrice servait son assiette avant celle de n'importe qui d'autre, y compris la sienne. Julien donnait de l'argent liquide dès que sa sœur le demandait, sans poser de questions, sans date de remboursement, aussi automatiquement que l'on respire. Je me disais que ce n'était pas à moi de commenter la façon dont ils géraient leur famille. Julien et moi avions notre propre appartement à 20 minutes de là, et durant cette première année, la distance rendait les choses supportables. Même le jour du mariage, il y a eu un petit moment dont je n'ai compris le poids que des années plus tard. Béatrice m'a prise à part avant la cérémonie pour me dire, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, que la famille passait toujours avant tout dans leur lignée et qu'elle espérait que j'apprendrais à comprendre cela comme elle l'avait fait. Je pensais que c'était simplement la bénédiction nerveuse d'une mère. Je sais maintenant que c'était plus proche d'un avertissement. Je pouvais l'aimer sans vivre à l'intérieur des rouages de la dynamique de sa famille chaque jour. Tout a changé une fois que je suis tombée enceinte. Béatrice a insisté pour que nous nous rapprochions pour avoir du soutien, et Julien a accepté avant même que je finisse ma phrase disant que je n'étais pas sûre que ce soit nécessaire. Nous nous sommes retrouvés dans une maison à 8 minutes de chez sa mère, avec Léa devenant soudainement une présence constante dans nos vies, arrivant avec sa propre clé, traitant notre foyer exactement comme elle traitait son studio, comme un endroit où ses besoins passaient en premier. Parce que dans son esprit, cela avait toujours été et serait toujours ainsi. Au moment où Léo est né, j'avais compris l'arrangement. Je ne savais simplement pas encore jusqu'où ils étaient déjà allés dans mon dos. Le premier mois après la naissance de Léo, je fonctionnais à l'instinct comme toutes les nouvelles mères. Des tétées toutes les 2 heures, un corps qui n'avait pas fini de cicatriser, un esprit embrumé par une fatigue que je ne croyais pas possible. Béatrice venait constamment, ce que j'ai d'abord accueilli avec plaisir, jusqu'à ce que je réalise que ces visites n'étaient pas vraiment destinées à voir son petit-fils. Elle servait à me surveiller. Elle entrait dans la cuisine et remarquait, presque gentiment, qu'il y avait de la vaisselle dans l'évier. Elle pliait les minuscules vêtements de Léo tout en mentionnant qu'elle avait réussi à élever 3 enfants dans une maison impeccable sans aucune aide, comme si j'échouais à un examen dont personne ne m'avait dit que je le passais. Une fois, elle a pris un biberon sur l'égouttoir, l'a tourné entre ses mains comme un inspecteur, et a dit « Je mentionne cela seulement parce que les gens parlent, tu sais. Ils diront que Julien a épousé quelqu'un qui ne sait pas tenir une maison. » Je me souviens avoir souri et l'avoir remercié pour le conseil, de la façon dont on m'avait appris toute ma vie à sourire aux gens qu'on ne pouvait pas se permettre d'offenser, tandis que sous ce sourire, quelque chose tenait un registre minutieux et silencieux de chaque commentaire de ce genre. Je ne savais pas encore que je constituais un dossier de preuves. Je savais juste que je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. Léa est passée la dernière durant ces premières semaines, ce dont j'étais reconnaissante, jusqu'à l'après-midi où elle s'est présentée en voulant que je repasse une robe pour une soirée. Je me remettais encore de l'accouchement, Léo dormait enfin contre moi pour la première fois depuis des heures sans interruption. Je lui ai dit, aussi gentiment que possible malgré l'épuisement, que je ne pouvais pas.
Elle a dit à Julien que j'avais été impolie envers elle avant même qu'il n'ait enlevé son manteau. Il n'a pas demandé ce qui s'était réellement passé. Il a juste soupiré, comme si maintenir la paix avec sa sœur était discrètement devenu ma responsabilité en plus de tout ce que je portais déjà. C'est le schéma qui s'est installé et qui ne s'est jamais brisé au cours des 2 années suivantes. Léa voulait quelque chose. Je disais non, ou parfois oui, mais pas assez vite à son goût. Elle allait voir Julien avec une version des faits façonnée entièrement à son avantage. Julien rentrait à la maison déjà décidé contre moi, sans faute, à chaque fois. Je ne pense pas qu'il ait demandé ma version des faits plus de quelques fois en 2 ans, et même alors, seulement quand cela l'arrangeait pour paraître juste. Il y avait aussi des incidents plus mineurs, le genre qui ne semble pas grave isolément, mais qui finit par peser lourd quand on les accumule. Léa empruntant ma voiture sans demander et la rendant avec le réservoir vide. Léa invitant 6 amis chez nous pour un anniversaire alors que je me remettais d'une forte fièvre, s'attendant à ce que je reçoive tout le monde. Léa disant à Béatrice devant moi que j'avais fait un beau mariage et que je devrais m'en souvenir. Chaque fois que j'en parlais à Julien en privé, calmement, en espérant trouver un partenaire, il me répondait que j'étais trop sensible, que sa sœur avait juste une forte personnalité, que la famille exigeait de la patience. Un incident de cette première année m'a marqué plus que les autres. C'était pour le repas de Noël, Léo avait à peine 6 semaines, et j'avais passé la majeure partie du temps en cuisine à la demande de Béatrice pour préparer les accompagnements pendant que tous les autres étaient au salon. Quand j'ai enfin apporté Léo pour l'allaiter pendant une accalmie, Léa a demandé devant toute la famille élargie si je comptais contribuer réellement au repas ou si j'étais juste venue pour manger. La pièce est devenue silencieuse de cette façon particulière où tout le monde a entendu quelque chose de méchant et personne ne veut être le premier à réagir. Julien a ri. Pas fort, pas cruellement exprès peut-être, mais il a ri, puis il a changé de sujet pour parler de sport, et le moment s'est simplement dissous dans le reste de la soirée comme s'il n'avait jamais existé. J'étais assise là avec mon fils au sein et le visage brûlant, et j'ai compris avec une clarté totale pour la première fois que dans cette maison, je serais toujours l'étrangère mise à l'épreuve, et Léa serait toujours la fille protégée, peu importe qui avait raison. Il serait facile de dire que Julien était simplement faible, un homme trop mou pour tenir tête à sa mère et à sa sœur. Pendant longtemps, c'est ce que je me suis raconté aussi. Parce qu'il était plus facile de vivre aux côtés d'un mari faible que d'un mari cruel. Mais la faiblesse n'explique pas tout à fait ce que j'ai trouvé 4 mois après la naissance de Léo. La faiblesse n'explique pas les relevés bancaires. J'ai trouvé le premier par accident, en faisant ce que je faisais tous les dimanches soirs, en vérifiant notre compte joint pour prévoir les courses de la semaine en fonction de ce qu'il nous restait après les factures. Il y avait un virement que je ne reconnaissais pas. 2200 € sortis 3 semaines plus tôt, sans libellé. J'en ai parlé à Julien et il m'a dit que c'était un prêt temporaire pour Léa. Elle était entre 2 boulots. Ce serait remboursé bientôt. La même phrase qu'il avait utilisée au moins 4 fois auparavant et que je n'avais jamais pris la peine de vérifier. Il y a eu un après-midi particulier, Léo avait environ 10 semaines, où j'ai réalisé à quel point j'étais devenue seule dans une maison pleine de famille. Je n'avais pas quitté le quartier depuis 9 jours. Ma propre mère, restée à Limoges, m'appelait tous les dimanches et je me surprenais à censurer la vérité pour elle aussi. J'arrondissais les angles de ce qui se passait parce que je ne voulais pas qu'elle s'inquiète à distance. Je ne voulais pas admettre à voix haute que la famille dans laquelle je m'étais mariée traitait mon épuisement comme un inconvénient plutôt que comme quelque chose qui méritait de l'attention. Je me souviens m'être tenue à la fenêtre de la cuisine cet après-midi-là, Léo enfin calme contre mon épaule, regardant la voiture de Léa s'engager dans notre allée sans invitation pour la 3e fois de la semaine, et ressentir quelque chose en moi se durcir silencieusement. Ce que je ne reconnaîtrais comme de la détermination que bien plus tard. Une fois que j'ai commencé à prêter une réelle attention, le schéma m'a donné la nausée. Sur les 18 mois écoulés depuis notre mariage, plus de 11 000 € avaient quitté discrètement notre compte joint pour atterrir sur le sien. Pas un seul centime n'était jamais revenu, et il n'y avait jamais eu de réelle discussion sur le fait que ce soit attendu. J'ai abordé le sujet prudemment, comme on aborde quelque chose dont on soupçonne déjà que ça finira mal. J'ai demandé à Julien si nous pouvions fixer une limite réelle, même par écrit, concernant les prêts d'argent à la famille à l'avenir.
Il m'a regardé comme si j'avais suggéré d'abandonner sa sœur sur le bord de l'autoroute. C'est mon sang, a-t-il dit, d'une voix plate et définitive. Tu ne comprends pas ce que c'est d'avoir une sœur qui galère. Je comprenais la galère. Je venais d'une famille qui n'avait jamais eu 11 000 € de trop à donner, et encore moins à quelqu'un qui ne travaillait jamais. Ce que je ne comprenais pas encore, pas totalement, c'était que Léa ne galérait pas du tout. L'événement qui a tout déclenché s'est produit un mardi après-midi, 3 semaines avant la nuit où je suis finalement partie. Béatrice m'a demandé de déposer un dossier de documents au cabinet de son expert comptable, des papiers liés à une petite fiducie que son défunt mari avait mise en place des années auparavant pour ses 2 enfants. Je n'étais pas censée regarder à l'intérieur, mais le dossier n'était pas scellé, et à ce moment-là, la curiosité est une chose difficile à combattre quand on a passé plus d'1 an à sentir que quelque chose nous est caché au grand jour. À l'intérieur se trouvaient des relevés d'un compte dont je n'avais jamais entendu parler. Ouvert au nom de Léa, mais alimenté presque entièrement par des virements provenant d'un compte personnel de Julien dont j'ignorais également l'existence. Un compte que sa mère l'avait apparemment aidé à ouvrir des années avant notre mariage. Au cours des 3 dernières années, plus de 60 000 € y avaient transité. Une partie était allée directement à Léa. Une autre partie, selon une note manuscrite épinglée sur la première page avec l'écriture incomparable de Béatrice, était conservée au cas où le mariage de Julien ne fonctionnerait pas. Ainsi, il resterait toujours quelque chose pour notre famille. Je me souviens exactement de la sensation du papier dans mes mains, plus lourd qu'un papier ne devrait l'être, et de la façon dont la lumière fluorescente dans cette salle d'attente semblait bourdonner plus fort à mesure que je fixais l'écriture de Béatrice. J'ai photographié chaque page avec soin avec mon téléphone en mode silencieux, mon cœur battait si fort que j'étais sûre que la réceptionniste pouvait l'entendre depuis son bureau, puis j'ai refermé le dossier exactement comme je l'avais trouvé, les coins alignés, le trombone à sa place d'origine. Et je l'ai remis comme si je ne venais pas de réorganiser toute la fondation de mon mariage dans ma tête. Je suis restée assise dans ma voiture devant le cabinet comptable pendant 20 minutes avant d'oser conduire. Ce n'était pas seulement qu'il m'avait caché de l'argent pendant 3 ans. C'était cette phrase unique, au cas où le mariage ne fonctionnerait pas. Ils ne se préparaient pas à une possibilité. Ils avaient déjà décidé d'une fatalité, discrètement par écrit, bien avant que je n'élève jamais la voix. Bien avant cette nuit dans le couloir avec la lumière allumée et mon fils hurlant contre ma poitrine. Je n'ai pas dit un mot tout de suite. Je voulais des preuves que personne ne pourrait me dissuader de croire. Alors, au cours des jours qui ont suivi, j'ai rassemblé tranquillement ce que je pouvais. Des photos des relevés, une copie de cette note, des captures d'écran des virements de notre compte joint qui correspondaient presque exactement aux dépenses en ligne de Léa. Des vacances et des sacs de luxe apparaissant sur ses réseaux sociaux la même semaine où de l'argent d'urgence quittait notre compte. Je ne montais pas un dossier par méchanceté. Un instinct en moi, le même qui m'avait fait préparer ce sac à langer des jours avant de savoir que j'en aurais besoin, comprenait que j'allais bientôt avoir besoin de ces preuves. J'ai fait ce travail par petites étapes prudentes, surtout après minuit pendant que Léo dormait, sauvegardant les captures d'écran dans un dossier en ligne dont Julien ignorait l'existence, envoyant une copie physique de tout à ma mère à Limoges au cas où quelque chose disparaîtrait de mon côté. Il y avait quelque chose d'étrange à vivre 2 vies à la fois pendant ces semaines-là. La version de moi qui préparait encore le dîner et répondait aux appels de Béatrice d'une voix agréable, et la version plus silencieuse en dessous, construisant méthodiquement la sortie que je n'avais encore annoncée à personne. Puis, moins de 2 semaines plus tard, j'ai trouvé la partie qui a tout changé. Enterrée dans le même dossier se trouvait une demande de crédit datant de 8 mois plus tôt pour une ligne de crédit personnel à 5 chiffres. Mon nom était dessus. Ma signature était dessus. Je n'avais jamais fait cette demande, jamais vu, jamais rien signé de tel. Léa avait utilisé mon nom, mon numéro de sécurité sociale tiré de documents traînant dans la maison, et une signature assez proche de la mienne pour passer inaperçue au premier coup d'œil. Pour ouvrir une ligne de crédit qu'elle avait déjà utilisée presque jusqu'à sa limite pour acheter des meubles pour l'appartement en centre-ville où elle prévoyait discrètement d'emménager. Je ne me faisais pas confiance pour être objective sur ma propre mémoire, alors avant de dire quoi que ce soit à qui que ce soit, j'ai vérifié mon propre dossier de crédit et j'ai trouvé le même compte listé là, ouvert en mon nom auprès d'un prêteur que je n'avais jamais contacté.
J'ai su alors que je ne faisais pas face à un malentendu ou à une faveur familiale imprudente. Quelqu'un avait utilisé mon identité délibérément. Ce n'était plus du favoritisme familial. C'était un vol d'identité, pur et documenté, reposant dans un dossier que je n'étais jamais censé voir. La nuit dans le couloir, 3 semaines plus tard, a été l'élément déclencheur de cette découverte. Après être sortie avec Léo, je ne suis pas allée loin, juste à l'appartement de ma collègue Amélie à l'autre bout de Lyon, quelqu'un en qui j'avais assez confiance pour débarquer sur le pas de sa porte à minuit avec un bébé, un sac et sans véritable explication. Elle n'a pas posé de questions cette nuit-là. Elle a simplement préparé la chambre d'amis et m'a dit de dormir, que nous réglerions le reste le matin. Julien a appelé 11 fois avant l'aube. Béatrice a appelé 2 fois, sa voix mielleuse et raisonnable, me demandant de rentrer à la maison pour discuter comme des adultes, comme si les adultes recevaient régulièrement des gifles pour avoir refusé d'abandonner leur nouveau-né afin de faire la lessive de quelqu'un d'autre. Je n'ai répondu à aucun des deux. Au lieu de cela, le matin, avec Léo enfin calme et endormi dans le berceau de voyage qu'Amélie avait miraculeusement sorti, j'ai appelé une avocate en droit de la famille que j'avais trouvée des semaines plus tôt et que j'avais eu trop peur de contacter. Une femme nommée Maître Claire Vallet qui se spécialisait exactement dans ce genre de cas. Je lui ai tout raconté, la gifle, le schéma qui l'avait précédé, le compte caché et enfin, presque comme une réflexion après coup, la demande de crédit avec ma signature falsifiée. Elle m'a arrêté net. Ce n'est pas une réflexion après coup, a-t-elle dit. Cela pourrait constituer la moitié de notre dossier, et c'est la partie dans laquelle un procureur pourrait s'impliquer aussi, si vous voulez prendre cette voie. En quelques semaines, Maître Vallet avait assigné le dossier du prêteur directement, et un expert en documents avec qui elle travaillait régulièrement a confirmé ce que je soupçonnais déjà. La signature sur la demande ne correspondait pas à la mienne sur 3 points distincts et mesurables. Au cours des semaines suivantes, alors que Julien oscillait entre messages d'excuses et recours à ses propres avocats, Maître Vallet m'a expliqué ce que j'avais réellement entre les mains. Le compte caché alimenté par l'argent personnel de Julien n'était pas seulement un secret de famille inconfortable. Selon la divulgation et la structure, cela pourrait peser lourdement à la fois dans le règlement du divorce et pour établir exactement à quel point j'avais été mise en danger et privée de soutien au sein de ce mariage. La ligne de crédit falsifiée était une toute autre affaire. Elle m'a donné un levier bien au-delà du divorce lui-même, puisqu'elle impliquait Léa directement et laissait Béatrice exposée pour avoir su et n'avoir rien dit. La gifle, corroborée par un voisin qui avait entendu les voix s'élever et mon fils pleurer à travers la cloison ce soir-là, rendait une ordonnance de protection tout à fait possible, selon Maître Vallet. Ses messages durant ces premières semaines changeaient de ton presque quotidiennement, comme s'il testait quelle version de lui-même pourrait obtenir une réponse. Certains matins c'étaient des excuses, de longs paragraphes sur le stress et la pression familiale, et sur le fait qu'il n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin. D'autres fois, cela basculait vers quelque chose de plus froid, des rappels que je rendais les choses plus difficiles pour Léo en l'éloignant de son père, qu'une bonne mère ne laisserait pas une mauvaise nuit définir un mariage. Une fois, il s'est présenté devant l'immeuble d'Amélie avant que l'ordonnance de protection ne soit en place, restant près de sa voiture sous la pluie pendant près d'1 heure, sans frapper, juste en attendant, comme si la patience seule pouvait effacer ce que sa main avait déjà fait. Je l'ai regardé de la fenêtre avec Léo endormi sur mon épaule et je n'ai ressenti aucun élan vers la porte. Cette absence de sentiment m'en a dit plus que n'importe lequel de ses messages. Julien a essayé durant ces semaines de se faire passer pour un homme pris impuissant entre les deux, déchiré entre sa femme et sa famille. J'aurais pu croire une version de cette histoire autrefois, quand j'avais encore besoin de croire au meilleur en lui. Mais un homme déchiré entre 2 personnes ne lève pas la main pour plaire à l'une d'entre elles. Un homme déchiré entre 2 personnes n'aide pas à cacher 60 000 € à sa femme pendant 3 ans d'affilée et ne détourne pas les yeux pendant que sa sœur ouvre un crédit au nom de cette même femme. À un moment donné dans les semaines qui ont suivi, j'ai cessé de voir Julien comme quelqu'un de faible et j'ai commencé à le voir clairement, ce qui a été un soulagement inattendu. Les hommes faibles peuvent être attendus, encouragés à grandir. Les hommes clairs, une fois qu'on les voit enfin tels qu'ils sont, on peut simplement arrêter de les attendre.
La procédure a duré 4 mois au total, 4 mois d'audience et de dépôt de dossier et cette fatigue particulière de construire une nouvelle vie pendant les heures de bureau tout en luttant pour la protéger dans les tribunaux. Il y a eu des semaines où j'ai douté de moi, des moments dans un couloir devant une salle d'audience où je me demandais si je ne réagissais pas de manière excessive, si une autre femme n'aurait pas simplement tout encaissé et serait restée. Maître Vallée gardait une citation encadrée sur le mur de son bureau que je me surprenais à lire chaque fois que nous nous voyions, quelque chose sur le fait que la vérité n'a pas besoin qu'on élève la voix, seulement qu'on continue à se présenter avec elle. Je m'y suis accroché plus d'une fois, surtout les jours où l'avocat de Julien essayait de requalifier l'incident du couloir comme une simple dispute familiale animée plutôt que ce que c'était réellement. Béatrice, par l'intermédiaire de son propre avocat, a tenté de soutenir que le compte caché n'avait rien de sinistre, que c'était simplement la façon dont leur famille avait toujours géré l'argent, sans rapport avec le mariage lui-même. Cet argument s'est effondré rapidement une fois que Maître Vallée a introduit la note manuscrite comme preuve. La note rendait beaucoup plus difficile pour eux de prétendre que le compte n'avait rien à voir avec notre mariage, et une fois ce lien établi, le reste des virements a été beaucoup plus facile à expliquer au tribunal. Léa a essayé une approche totalement différente. Elle s'est présentée à la médiation en larmes, insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu que tout cela aille si loin, qu'elle était simplement une jeune femme en difficulté qui s'était trop appuyée sur son frère. Cela aurait pu marcher sans les photos de vacances, les nouveaux meubles et le bail du centre-ville signé le mois même où elle disait à Julien que l'argent servait à une urgence médicale. Vous dites à cette assemblée que vous étiez en difficulté, a dit Maître Vallée d'une voix calme et posée. Le même mois où vous avez signé un bail d'1 an avec un dépôt de garantie plus élevé que le salaire mensuel de la plupart des gens. Léa n'avait pas de réponse à cela. Elle a regardé Béatrice, attendant que quelqu'un vienne la sauver comme quelqu'un l'avait toujours fait, et pour la première fois en 3 ans, personne dans cette pièce n'a bougé pour le faire. Maître Vallée a exposé toute la chronologie clairement, demande de crédit incluse, et j'ai vu l'expression du médiateur passer d'une sympathie prudente à quelque chose de beaucoup plus froid. Le propre avocat de Léa, sentant le vent tourner, a commencé à la pousser vers un accord de restitution plutôt que de risquer que l'affaire aille plus loin. Au moment où tout a été finalisé, je suis reparti avec la garde principale de Léo, un règlement qui reflétait exactement ce qui était arrivé à nos finances communes sur 3 ans. Et une ordonnance de protection garantissant que Julien ne pourrait pas se présenter sans prévenir là où Léo et moi vivions. Une fois que les virements contestés ont été soumis à un examen formel, le tribunal a nommé un mandataire indépendant pour superviser la fiducie le temps que tout soit trié, ce qui signifie que Béatrice a perdu son rôle de gestionnaire. Cette fois-ci, sans aucun vote familial possible. Léa, sans le financement discret de son frère et sans la capacité de sa mère à la protéger des conséquences, a fini par signer un accord de remboursement couvrant les frais frauduleux et a abandonné l'appartement du centre-ville en moins de 3 mois. Aux dernières nouvelles, elle vivait chez une amie à l'autre bout de la ville et travaillait dans la vente avec des horaires qu'elle jugeait autrefois bien en dessous d'elle. Julien, de son côté, a perdu plus que son mariage. Le bruit court vite dans les cercles sociaux fermés, et une fois que les détails du compte caché et de la ligne de crédit falsifiée ont été connus au-delà de nos avocats, plusieurs parents se sont discrètement éloignés du côté de Béatrice, ne voulant pas être associés à ce qui avait été révélé. Julien m'a contacté une dernière fois des mois après que tout se soit calmé, non pas pour me demander de revenir, mais simplement pour dire qu'il comprenait maintenant pourquoi j'étais partie comme je l'avais fait. Je n'ai pas ressenti de triomphe en l'entendant. J'ai surtout eu l'impression d'une porte qui se fermait doucement au lieu de claquer, ce qui était un soulagement en soi. Rien de tout cela ne ressemblait à un triomphe, exactement. C'était plutôt comme si un poids quittait mon corps morceau par morceau, de la même façon qu'un souffle retenu finit par s'échapper une fois que le danger est passé. J'ai emménagé dans un petit appartement de 2 chambres avec Léo, près de mon travail, près d'Amélie, loin d'une famille qui avait passé 3 ans à décider discrètement à l'encre et en silence de ce que je valais pour eux avant même que je puisse dire un mot. Il existe une version de cette histoire où je restais silencieuse, où je m'excusais dans ce couloir comme Julien l'exigeait, où je passais la décennie suivante à disparaître lentement dans un foyer qui ne m'a jamais vu comme autre chose qu'un outil utile. Je pense parfois à cette version, pas avec peur, mais plutôt comme si je regardais une route que j'aurais pu prendre et en ressentant une gratitude profonde et spécifique d'avoir tourné ailleurs à la place.
Mes journées sont différentes maintenant, plus calmes d'une manière à laquelle je m'habitue encore. J'ai obtenu une petite promotion au travail au printemps dernier, assez pour payer le nouvel appartement confortablement toute seule. Amélie passe encore presque tous les week-ends, et Léo a commencé à dire son nom avant le mien parfois, ce qu'elle trouve beaucoup trop drôle. Je ne reçois plus d'appels de Béatrice pour les vacances, et j'ai arrêté de les attendre. Il y a une paix particulière dans une maison où personne ne vous met à l'épreuve, où personne ne tient le compte de ce que vous devez simplement pour avoir le droit d'exister dans une pièce. Léo marche maintenant. Il attrape des choses sur les étagères au terri quand il y arrive presque. Il ne se souviendra de rien de tout cela, et j'ai l'intention de m'en assurer aussi longtemps que possible. Il grandira en sachant que sa mère n'a pas plié le jour où quelqu'un a essayé de la rendre assez petite pour la servir sur commande. C'est le seul héritage de tout ce chapitre de ma vie qui vaille vraiment la peine d'être gardé et transmis. Je pense parfois à ce couloir, bien que la colère se soit dissipée depuis, remplacée par une clarté étrange et constante. Je pense à quel point j'étais certaine, dans la seconde précise avant que ma main ne bouge, que j'en avais fini d'être la doublure de quelqu'un d'autre dans ma propre vie. J'ai appris depuis que les gens qui passent des années à attendre que vous diminuiez sont rarement préparés au moment exact où vous décidez enfin de ne plus le faire. Cette histoire est un rappel puissant que l'endurance sans limite n'est pas une vertu mais un piège qui nous efface peu à peu. Clémence a dû affronter non seulement la trahison émotionnelle de son mari, mais aussi une manipulation financière et familiale systémique qui visait à la maintenir dans une position de servitude. Le véritable courage n'a pas été seulement de partir ce soir-là sous le coup de la colère, mais de construire méthodiquement sa liberté en utilisant la vérité comme seule arme. Dans de nombreuses familles, le concept de loyauté est souvent utilisé pour masquer des abus ou des déséquilibres de pouvoir, et il est essentiel de reconnaître quand la famille devient une forteresse qui vous enferme au lieu de vous protéger. La leçon à tirer ici est que votre valeur n'est pas définie par votre utilité pour les autres, et que poser des limites est un acte de respect envers soi-même, même si cela doit briser des structures établies depuis des générations. Et vous, avez-vous déjà ressenti que votre gentillesse ou votre volonté de bien faire était